Dans ce numéro, nous allons nous interroger sur la problématique de sortie de la crise politique au Niger. Crise née, vous le savez, de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP depuis le 26 juin 2023. Crise qui oppose principalement les nouvelles autorités militaires de ce pays avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, cette dernière ayant pris de lourdes conséquences contre le Niger et exigeant un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, plus de 2 mois déjà que dure cette crise politique, aucune issue d'en sortir n'est évidente, malgré les quelques tentatives de médiation enregistrées tant à l'interne qu'à l'externe. Alors, à quand et à quelles conditions le dénouement de cette crise politique nigérienne qui oppose justement les nouvelles autorités à la CEDEAO, crise sans laquelle justement les sanctions que cette dernière a imposées au Niger ne peuvent être ni levées ni allégées, et permettre justement la bonne marche de la transition en cours dans ce pays. Autour de ce plateau, nous avons comme invité Monsieur Issifou Arzika. Il est leader syndical, ancien secrétaire général du SNEN. Le SNEN, c'est le syndicat des enseignants du Niger, le syndicat national des enseignants du Niger. Nous avons Monsieur Soli Abdoulaye. Il est économiste de formation, il est analyste. Il est avec nous justement sur ce plateau pour apporter du sien justement dans ce débat. À ma gauche, nous avons monsieur Husseini Tahirou. Il est vice-président du comité national de soutien au CNSP au titre de la diaspora du Togo, du Niger en République du Togo. Nous avons monsieur Elhaji Maman Abdou Maman Lokoko. Il est leader syndical. Il est avec nous également sur ce plateau pour apporter du sien dans ce débat. Merci et soyez les bienvenus, chers panélistes. Monsieur Arzika, alors ça fait déjà 2 bons mois et plus que dure la crise politique au Niger, peut-on dire. C'est une crise, il faut le dire, cette crise qui oppose désormais ou depuis, j'allais dire, la CEDEAO aux nouvelles autorités militaires de ce pays. Nous savons que la CEDEAO avait pris au lendemain justement de cette intervention militaire sur la scène politique des sanctions lourdes contre le Niger, des sanctions qui continuent à peser contre le Niger. Et nous connaissons effectivement qu'aux premières heures de cette crise, il y a eu quelques tentatives de médiation, notamment certains leaders religieux du Nigeria avec le émissaire de la CEDEAO, le général Abdou Sami. Et nous avons tout récemment l'Algérie qui offre son médiation. Nous connaissons effectivement qu'en marge de l'AG de l'ONU, en tout cas les États-Unis se sont impliqués. Une rencontre a eu lieu avec la CEDEAO pour voir les possibilités de sortie de cette crise politique au Niger. Aujourd'hui, on n'a présentement pas de signes, en tout cas assez évidents, qui montrent que nous sommes sur la bonne voie, sur la voie justement de pouvoir faire en sorte pour que ces sanctions soient levées ou allégées. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement des conditions, du temps que cela prendra pour que nous puissions en tout cas amorcer une voie vers la résolution de cette crise politique avec la CEDEAO, M. Arzika? Merci et bonjour aux panélistes, bonjour aux téléspectateurs. Et vraiment, moi, de prime abord, je voudrais commencer, excusez-moi, par d'abord la question des sanctions au fait imposées au Niger. Okay. Dans quel contexte, pourquoi? Et une petite comparaison par rapport à ce qui se passe autour de nous. Avant de plonger dans la situation actuelle dans laquelle apparemment qui est un objectif dans lequel on voudrait au fait amener notre pays. Okay. Alors, vous vous rappelez bien qu'il y avait déjà 2 pays autour de nous, ou 3, qui étaient dans un contexte de coup d'État, donc d'interruption du processus démocratique. Les sanctions qui avaient été collées, toutes ensemble réunies, n'atteignaient pas celles qui ont été
en tout cas, est infligée au Niger. On a l'impression qu'au Niger, on a fait le choix du tout en même temps, y compris ce qui n'existait pas dans les textes de la CEDEAO. Il faut se rappeler, lorsque le président Bazoum lui-même disait qu'il y avait un type de mesure qui n'existait pas carrément dans les textes de la CEDEAO qu'on a voulu imposer au Mali et il s'est interposé pour l'empêcher. Il le disait devant Macron. Alors je ne sais pas comment, tel que la fermeture des frontières et tout ce qui s'ensuit. Mais au Niger, on a fait tout ce qui était dans les textes de la CEDEAO, et y compris ce qui n'y était pas. Et en même temps, même pas de manière graduelle. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il y avait un objectif qui n'était pas celui-même de la sortie de crise. C'est où l'ancien président revenait, ou alors il fallait mettre le Niger à feu et à sang. Nous avons l'histoire, la récente histoire, où les interventions de la CEDEAO n'ont pas toujours apporté ce qu'on voulait comme résultat. Nous avons aussi la souvenance que certaines interventions suite à des résolutions des Nations Unies ou de l'OTAN, ou enfin la mise en œuvre par l'OTAN, n'a créé que le chaos. Et aujourd'hui, quand on voit que c'est la France qui s'agite autour de la CEDEAO pour qu'on mène en tout cas une agression contre notre pays, il faut se dire que l'objectif n'était pas la démocratie. D'ailleurs, quelle démocratie? Quelle démocratie? Ça fait combien d'années qu'on applique la démocratie? Qu'est-ce que les uns et les autres ont gagné dedans? On a l'impression que ceux qui venaient par la démocratie s'efforçaient même de maintenir le peuple de l'ignorance pour mieux le griger. C'est un autre débat, nous n'allons pas y revenir. Effectivement, on ne voulait pas carrément que la justice, parce que le principal pilier d'une véritable démocratie, à mon sens, c'est quand il y a la justice. Quand il n'y a pas la justice, c'est que tout le reste s'écroule. Tout même les secteurs sociaux de base s'écroulent. Malheureusement, il y avait un objectif, c'était celui d'amener le Niger dans une situation d'impasse. Pourquoi? Peut-être il fallait créer une poudrière comme la Libye et venir spolier les biens de ces pays-là. Eh bien, vous vous rappelez bien que cette avalanche de sanctions, de mesures, a quand même soulevé au Niger un sentiment très fort d'appartenance à la même nation. Ça a uni les esprits. Et je pense que c'est un avantage, il faut le garder, parce que, écoutez, même en guerre, même dans une guerre, il y a toujours quelque chose de profitable qu'il faut en tirer. Tout n'est pas totalement négatif, tout n'est pas totalement positif. Absolument. Dans toutes choses, il faut savoir en tirer profit, surtout quand ça s'impose à nous. Moi, je crois que le premier profit que nous avons tiré de ce putsch, c'est le renforcement, c'est quand même le renforcement du sentiment national et l'unité, la cohésion sociale. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand on parle de crise, j'ai du mal à accepter qu'il y a. Parce qu'à l'interne, il n'y a pas de crise. Nous n'avons pas de crise à l'interne. Entre nous, au Niger, on n'en a pas. Mais comme nos autorités, et on les respecte, on utilise eux-mêmes le terme, et je suis sûr qu'ils ne le disaient pas comme si c'était une crise interne. Pour moi, il n'y a pas de crise interne, mais une crise avec les institutions. Tout à fait, avec les institutions extérieures. Et quelle crise? Puisque, pour moi, est-ce qu'on veut aller à une solution? Je ne pense pas. Quelle voie de sortie? Mais qui ne veut pas aller à une solution. Je ne pense pas que ce soit nous. Ce ne serait pas nous. Non, ce n'est pas nous. C'est pas nous qui ne voulons pas aller. Mais est-ce que nous faisons des efforts pour y aller vers des solutions? Mais écoutez, quand quelqu'un vient déjà le coup de massue qu'on nous a apporté n'est pas de nature à nous faire ouvrir psychologiquement à un dialogue pour une solution. On ne voulait pas. On voulait créer un certain endurcissement dans l'esprit des autorités nigériennes pour qu'ils portent le chapeau de la continuité de la crise. C'était stratégique. Tu ne peux pas venir chez moi avec un gourdin et dire que tu veux le dialogue. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas. Toi, tu sais que ça n'a pas de sens. Ce qu'on fait, c'est quand tu viens avec un gourdin, je me prépare à la défensive et même à la contre-attaque. Et je crois que la réaction des autorités nigériennes et de l'ensemble du peuple nigérien est une réaction légitime. Et malgré tout, les autorités nigériennes se sont montrées ouvertes. Mais absolument. Mais pourtant, la France a continué les attaques verbales. Vous l'avez vu. Il a même continué à inciter à une guerre interethnique. Nous sommes en train de régler nos problèmes avec la France. Parlons de la CEDEAO maintenant. La CEDEAO. Mais la CEDEAO qui est aujourd'hui une institution fantoche, elle fait quoi? Depuis que la France s'est tue, que dit la CEDEAO? Si vous avez des nouvelles, vous m'en donnez. Dès que la France s'est rétractée, la CEDEAO aussi est devenue complètement ramollie. Oui, mais les sanctions sont dans ses mains. Oui, mais les sanctions sont dans ses mains. Est-ce qu'elle en parle? Est-ce que la CEDEAO est en train d'agir pour aller vers une solution? D'accord. Maintenant, la solution, d'accord, il faut d'abord voir quels sont les impacts de ces sanctions-là sur le Niger. C'est sur plusieurs plans, vous le savez. Le plan économique, nous avons un spécialiste, certainement, il va nous donner plus de détails. Le plan social. C'est le plan socio-économique. Et politique, c'est vrai. Mais la politique, elle est interne pour ce qui nous concerne. Et j'ai l'impression que de plus en plus, depuis lors que le pays a été agressé, c'était devenu ce qu'on appelle la Boussani Zantiankasa. Même ceux qui étaient
au fait, dans le beurre et la mayonnaise, ont compris qu'il y a un problème existentiel qui se pose à nous et qu'il faut tous s'unir. Et de plus en plus, on se retrouve avec eux à la place de la résistance pour protester. Alors, à l'interne, il n'y a pas de crise politique pour le moment. Mais à l'externe, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'impact sur le pays au plan socio-économique? D'abord, au plan économique, il faut le reconnaître qu'il y a une certaine restriction et à laquelle aussi le gouvernement vient d'opposer une austérité budgétaire. Ça, je crois que c'est une mesure salutaire. Même si je vois certaines critiques comme quoi c'est le bonheur des Nigériens qui est en train d'être rétréci. Non, le bonheur n'est pas matériel, pas forcément matériel. C'est un état d'esprit. On peut être heureux dans une case. C'est que les uns et les autres ne comprennent pas. Aujourd'hui, le Nigérien est plus fier de ce qu'il est qu'auparavant. Et il est plus fier d'être dans cette savane-là, dans cette terre rouge, que d'être sur des pavés en train de moisir de manque de fierté et de considération dans le concept des nations. Nous préférons ce Niger-là qu'on nous reconnaît, auquel on donne une certaine aura qu'on avait étouffée depuis longtemps, qu'à un Niger esclavagisé, un Niger, comment on appelle ça, exploité et mis au banc des nations. C'est maintenant que nous avons compris que le Niger est important. Maintenant qu'il y a ce problème-là. Que les États-Unis, que toutes les grandes nations s'agitent autour du Niger. On n'a jamais parlé d'un pays en état de coup d'État autant qu'on en a fait avec le cas du Niger. Nous avons vu la Guinée, le Mali, alors qu'à un moment, on nous considérait comme étant dernier. Ça nous a aussi révélé ce que nous sommes et que nous n'avions pas compris depuis ce temps. Donc c'est pourquoi, pour moi, la question économique qui est la question des vivres, de tout ce qui s'ensuit, et même de la question du panier de la ménagère, j'ai l'impression que le Nigérien ne se plaint pas. Moi, ça me va. Si le Nigérien ne se plaint pas, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, ça nous va. Vous voyez la question des coupures d'électricité, on ne s'en plaint pas. La question du salaire, on ne s'en plaint pas. Il y a que, bon, il faut ceux qui ont encore des ressentis négatifs par rapport au put, qui disent que bon voilà, vous allez lire l'heure. On n'est pas en train de lire l'heure. Je vous assure. D'aucuns pensent qu'il y a une limite à tout. Oui, il y a une limite à tout, mais je pense qu'il faut reconnaître que les autorités sont en train de faire un effort pour... On ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Ce qui est regrettable, c'est de casser les œufs et de ne pas avoir l'omelette. C'est ça que nous allons regretter si le CNSP n'arrivait pas, malgré toutes les mesures austères qu'il est en train d'amener au peuple et qui est en train de les prendre avec fierté, avec un certain sous-estime. Si à la fin, on n'a pas ce qu'on veut, moi je suis sûr que le retour de la manivelle va être encore plus grave. Absolument. Donc on est d'accord qu'on est dans la période de la casse des œufs. On va les casser. On va perdre beaucoup de choses. Mais il faudrait qu'à la fin on se retrouve avec en tout cas l'omelette dans la casserole. Moi voilà ce que je pense. C'est pourquoi au plan économique, je pense que le Nigérien a décidé d'être résilient. Et il est en train de l'être. Et des mesures sont en train d'être. Maintenant, au plan social, qu'est-ce qu'on constate? Moi, je ne trouve pas un certain changement négatif. Au contraire. Parce que l'évolution de la société, c'est aussi l'évolution d'un certain nombre de pratiques, de mentalités. C'est aussi le développement de la cohésion sociale. Socialement, j'ai l'impression, en tout cas à ma propre analyse, qu'on n'a pas de problème. Parce que le Nigérien n'a pas de problème aujourd'hui avec le Nigérien. À un moment, on nous considérait comme étant, au fait, une communauté agressive entre elles. Une communauté qui n'a pas en tout cas les tosses pour le développement, l'autodéveloppement. Mais ce que vous constatez aujourd'hui, il y a un Nigérien qui est prêt à accepter de vivre avec le peu, qui a accepté de mettre de côté toutes les différences et de regarder dans la même direction. Mais il ne suffit pas de regarder dans la même direction, d'avancer aussi dans le même sens. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de conséquences. Mais je préfère d'abord être positif et dire qu'à l'heure actuelle, les Nigériens embrassent avec beaucoup de fierté toutes les conséquences de ces sanctions qui sont en train d'être prises. Maintenant, il faut que le CNSP fasse un effort. Un effort autour de cet état d'esprit-là pour qu'il ne se désagrège pas. En évitant de commettre certaines erreurs comme l'injustice. Parce que c'est pourquoi j'ai commencé avec si la justice va bien dans un État, tout ira bien. Je vous assure, le citoyen est tranquille. Parce que c'est lorsque le citoyen est en insécurité, même si c'est dans la démocratie, on a vu récemment, même dans la démocratie, les citoyens n'étaient pas tranquilles. Ils ne se sentaient pas dans un État protecteur, mais plutôt un État monstre. Donc il faut que le CNSP mette un terme à ça et montre de plus en plus aux citoyens qu'il est prêt, malgré les casses, malgré les austérités, malgré les restrictions, qu'on est en train d'aller, en tout cas, vers des solutions de dénouement. Maintenant, les propositions de médiation. Quand quelqu'un vient, il vous dit,
c'est lui qui vous impose un temps. Quand on vient nous dire de faire une transition de 9 mois, regardez dans quel état se trouve le Niger. Oui, faudrait-il accepter de s'asseoir et puis rediscuter? Mais vous savez, je crois qu'ils ont coupé trop court. D'accord. Et peut-être qu'on venait même pour avoir le prétexte de faire porter le chapeau aux autorités nigériennes et leur dire que ces gens-là ne sont pas prêts au dialogue. Mais comment dans un pays en insécurité, ou à côté de nous, au Tchad, bon Dieu, la communauté internationale a cautionné un putsch en arguant que la question de la sécurité. Oui, oui. Ils ont fait le pari de ramener la sécurité en acceptant ce putsch-là. Ok. Mais au Niger, on n'est pas en insécurité. Nous le sommes. Pourquoi le même argument qui a prévalu ailleurs n'a pas prévalu ici? Okay. On est dans la même Afrique, dans la même zone du Sahel, avec les mêmes types de terrain sur le terrain. Mais un argument qu'on a fait prévaloir avant-hier ailleurs est caduc ici au Niger. Bon, si le caduc pour eux, il ne l'est pas pour nous. Moi, je crois que la question de la transition doit être axée sur la question de la sécurité, de la stabilité au Niger. Cette durée-là, d'ailleurs, que les assises nationales vont déterminer. Non, il faut qu'ils se disent qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut sanctuariser à partir desquelles il faut déterminer la durée de la transition. Et que si celle-ci ne venait pas à se réaliser, il faut se dire que la durée de la transition doit être souple. D'accord. Parce qu'on ne peut pas venir faire des élections pendant l'insécurité. C'est pas possible. C'est la première des choses. Et la relance de l'économie de ce pays-là, la relance du système judiciaire de ce pays-là, on le fait, le reste va suivre. Et pour vous, toute médiation doit prendre en compte. Elle doit prendre en compte la stabilité du Niger d'abord. Quand ils ont concassé la Libye, quel travail ils ont fait pour que la Libye soit stable? D'accord. C'était confiant. Merci, monsieur Ardika. Nous allons très rapidement, monsieur Soli. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la situation, quand même, c'est vrai, le Nigérien aujourd'hui, face à toutes ces sanctions imposées par la CEDEAO, en tout cas, est devenu du coup résilient, déterminé, engagé, en tout cas, aller jusqu'au bout de son combat, de sa lutte. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une réalité dont il faut faire avec. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Merci, M. Jibo. Donc, nous allons toujours réitérer nos félicitations pour le Média Canal 3 de faire cet effort de conscientisation et d'éveil. Merci. Et chaque semaine que Dieu montre aux Nigériens. Alors, pour parler de la situation de notre pays. D'accord. En fait, voilà un pays dans lequel il y avait une atmosphère, n'est-ce pas, de démocratie, entre guillemets. Et les militaires sont intervenus le 26 juillet pour interrompre cette démocratie. Et que, juste, on a constaté après un dévouement, une sorte d'adhésion du peuple. Du peuple à cette action des militaires. Donc c'est comme si le peuple nigérien était dans un étau. Il était dans un ravin. Et que maintenant, il a été libéré et il est sorti, il a fait sortir la tête de l'eau. Et dans ce contexte-là, que la CEDEAO a décidé de prendre des mesures contre notre pays. Parce que ce n'est pas contre les militaires. Parce qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, les difficultés qui sont ressenties ne sont pas ressenties par les militaires en tant que tels, mais elles sont ressenties par les populations du Niger. N'est-ce pas? Donc la CEDEAO, dis-je, est venue pour s'intercaler. Ce qui est de bonne guerre. Parce que dans le dispositif juridique de la CEDEAO, il y a eu des amendements pour dire que, bon, en cas d'interruption d'un système démocratique, voilà un certain nombre de mesures qu'on doit prendre. Malheureusement, la CEDEAO n'étant pas une CEDEAO normale, parce que c'est dit et redit et redit encore que la CEDEAO est pilotée par la France. C'est une évidence. Ce qui fait que les chefs d'État, parce qu'il faut parler ainsi, les chefs d'État qui animent cette CEDEAO sont des chefs d'État qui sont orientés, qui sont donc manipulés par la France
Et que la France, prenant le Niger comme étant un pays très important, très stratégique pour sa survie, a dit qu'il faut frapper fort. Et c'est la France qui a dicté toutes ces mesures. C'est elle qui a fait prendre toutes ces mesures en même temps. Ce qui fait que, comme ils n'ont pas agi de leur propre gré, nous avons eu, merci Dieu, le soutien de Allah subhanahu wa ta'ala, qui a déjoué toutes les tentatives et toutes les manœuvres que ces dirigeants ont eu à faire pour le Niger. À travers, parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il utilise toujours un moyen. Donc que vous pouvez constater, vous pouvez percevoir. Et Dieu a utilisé tous les moyens. D'abord, il y a eu une cassure entre eux. Certains présidents de la CEDEAO ont refusé de suivre le pas. Entre-temps, maintenant, nous avons eu l'adhésion de certains leaders très importants au Nigeria, qui ont vu le président du Nigeria, qui est en même temps le président de la CEDEAO, tout à fait. Pour lui dire que ce qu'il est en train de faire va aboutir à sa catastrophe lui-même, d'abord. Avant d'aboutir à la catastrophe du Niger et des autres pays. Il a été dissuadé. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que vous avez vu les quelques médiateurs qu'on a envoyés. Les médiateurs qu'on a envoyés, ils n'étaient pas venus pour discuter des sanctions. Comment les lever, ceci, non. Ils étaient venus pour voir comment on peut libérer le président déchu. Ça, c'était au début, c'était ça le principe. Comment on doit libérer Bazoum? Comment on va le restaurer? Et on leur a fait comprendre que c'est impossible. Où est-ce que vous avez vu qu'on a fait un coup d'État? Puisqu'il était venu au nom de la CEDEAO, c'était les exigences premières de la CEDEAO. C'était les exigences premières. Ce n'est pas les exigences de lever les sanctions. Non, c'est comment libérer Bazoum et le restaurer. Mais les militaires ont été fermes. On n'a jamais vu dans ce monde où on a fait un coup d'État et qu'on restaure le président. Et quel sera leur sort? Donc ça, c'est passé. On leur a fait comprendre que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, Bazoum, en tant que président, on lui a laissé la possibilité de communiquer. Il a dit beaucoup de choses qui sont très graves, qui sont une atteinte à la sûreté de notre pays. Donc, par conséquent, on ne peut pas le laisser. Même si on le laisse, en tout cas, il doit être jugé. C'est une évidence, monsieur. Vous comprenez? Maintenant, par rapport au thème, comment sortir de cette crise? D'abord, tout à l'heure, Kamara Azik a dit qu'il y a pas de crise. Question, oui. Mais comment sortir des difficultés? Nous avons des difficultés. Mais malheureusement, la CEDEAO étant dans une situation de confusion totale et une situation de déconfiture, elle ne peut pas, elle ne sait pas vraiment quelle est la branche qu'elle va aujourd'hui attraper pour sortir de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO est confuse, elle ne sait pas quoi faire. C'est pour cela que vous avez vu qu'on a approché l'Algérie. Ce n'est pas une initiative personnelle de l'Algérie. Certainement, on l'a approché parce que c'est c'est un pays frère, c'est un pays qui a été aimable envers le Niger pendant le début de cette situation-là. Donc on pense qu'ils peuvent avoir des oreilles, en tout cas, d'écoute chez nous. C'est pour cela qu'on a vu du côté de l'Algérie comment faire pour que l'Algérie amorce les choses. Et donc, on peut dire que la CEDEAO est dépassée par la situation. Elle est dépassée par la situation. Alors, c'est pour cela que l'Algérie avait dit qu'elle propose une médiation et il faut qu'il y ait un modus vivandis par rapport à la négociation. Mais ce que l'Algérie a proposé comme le timing de notre transition n'est pas obligatoirement une monnaie à accepter par les Nigériens. C'est juste parce une proposition. Il ne faut pas oublier que cette situation maintenant n'est plus dans les mains des militaires, elle est dans les mains du peuple nigérien. Et c'est le peuple nigérien qui décidera de quand est-ce que la transition commencera, quand est-ce que la transition prendra fin. Vous comprenez? Lors de ses premiers propos, le président de la transition, le général Tchani, avait dit que la transition, il la souhaiterait de 3 ans, pas plus de 3 ans. Mais elle peut dépasser 3 ans. Il suffit qu'au niveau de consultation qu'on va avoir national, qu'on décide, parce que c'est nous qui savons où est-ce que nous devrons toucher. Quand on parle de la refondation, ce n'est pas une petite affaire, bien sûr, ce n'est pas une petite affaire. Tout à l'heure, Kamara Azik a dit comment dans un pays, parce qu'il a donné l'exemple du Tchad, comment dans un pays où il y a une insécurité,
où il y a eu une dilapidation des biens publics. Il y a assez de problèmes parce que la démocratie a commencé depuis les années 90. N'est-ce pas? Nous avons vu ce qu'il y a eu comme faiblesse, comme tard. Et que 2 ans, 3 ans ne peut pas permettre à ce que nous aseptisons les choses, nous mettons les choses au propre pour redémarrer sur de bonnes bases. Donc c'est à nous, Nigériens, de décider ce que nous voulons. Nous avons été injustement, n'est-ce pas, frappés par des sanctions. La CEDEAO, si elle veut, elle n'a qu'à les lever. Si elle veut, elle les laisse. Nous allons continuer à être résilients. Et je vous dis, nous allons complètement, avec les sanctions-là, vraiment relever la tête haut dans le ciel pour qu'on montre à la CEDEAO que ce n'est pas leurs sanctions qui vont nous fléchir. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages que ces dirigeants ont. C'est les différents bénéfices, enfin pas bénéfices, les différents manques à gagner qu'ils auront. Parce que vous savez, quand on a déchu le régime de Bazoum, il y a beaucoup d'institutions qui sont parties. Oui. Ça, je le rappelle toujours. Ces institutions-là sont des institutions budgétivores. Vous avez vu les différents conseillers et ceci qu'on... Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas penser à ce que les gens là sont en train de faire en termes de gaspillage de ressources. Et ce que le Trésor serait en train de... Et rappelez-vous aussi, Issou avait dit un de ces 4 matins que le Niger est un pays riche. Oui, mais mal géré. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le nouveau Premier ministre, les nouvelles autorités militaires, il y a une certaine restriction, une certaine affectation de l'efficience et l'efficacité des dépenses. Ça veut dire qu'avec le peu que nous avons là, nous allons relever haut la tête pour que nous soyons résilients et nous soyons vraiment adaptés à la situation nouvelle et permettre à ce que la transition fasse le bonheur des Nigériens dans l'optique que nous avons envisagé de faire. Vous dites clairement, M. Soli, que la solution en fait à ce bras de fer entre le CNSP et la CEDEAO en fait n'est plus une affaire du CNSP seulement, c'est une affaire du peuple. Absolument, c'est une affaire du peuple. Aujourd'hui, vous savez, s'il n'y avait pas eu cette mobilisation du peuple, mais on allait être attaqué. On allait être attaqué. Mais c'est parce qu'ils ont vu que au-delà de tout ce qu'ils pensent là, ce n'est pas ça. Le CNSP est venu, il a pris le pouvoir, mais en fait, c'était un pouvoir confisqué au peuple qu'il a remis au peuple. Et le peuple l'a accepté et le peuple l'a agréé. Alors la mobilisation, parce que nous avons commencé dans le syndicalisme, les mouvements associatifs, moi je n'ai jamais vu une telle vraiment fourbe chez les Nigériens. Si ce n'est pas cette année. Qu'on ait des gens qui passent leur temps du 24 heures au niveau de l'escadrille, au niveau de rond-point église, n'est-ce pas, en train de faire le patriotisme, de montrer leur amour à leur pays, moi je n'ai jamais vu. Peut-être que sans cette mobilisation, le CNSP aurait cédé aux injonctions de la CEDEAO. Il est obligé de céder parce que le CNSP c'est combien de personnes? C'est 12 personnes, non? Ils sont 12. Et la CEDEAO, c'est quand même 14 pays. Ici, on enlève quelques-uns qui sont réticents, avec la France et les autres. Donc, ils allaient être avalés et complètement submergés. Mais maintenant, l'engouement et la force du peuple a fait que les gens ont été obligés de revoir leur copie et de dire que cette affaire, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le CNSP, là, il n'est pas le seul. Mais il a le peuple derrière lui. Merci. Merci, M. Soli, M. Ousseini. Comment vous, qui êtes de la diaspora, vous êtes un soutien de taille au CNSP. Cette question de voir par où la solution à cette crise qui oppose, en tout cas, le CNSP à la CEDEAO peut venir. Aujourd'hui, le Nigérien, apparemment, s'habitue même à toutes les sanctions qui lui ont été imposées. Qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Jibo, merci. Merci aussi d'être là. Oui, de nous avoir accordé l'occasion de parler de notre cher pays, le Niger, et dans ce contexte-ci. Et merci aussi à nos aînés, les panélistes. Et tout à l'heure, mes prédécesseurs, ils ont fait un briefing, ils ont parlé de l'historique un peu de la CEDEAO, qui est une institution économique composée de certains pays dont fait partie le Niger. Et cette CEDEAO, au fait, quel est son objectif?
quelle est la valeur du Niger ou bien l'appartenance à une communauté. C'est de pouvoir défendre les intérêts de ce pays-là et de pouvoir que ce pays... Les pays qui la constituent. Oui, qui les constituent. Bon, malheureusement, les événements qui ont connu notre pays, cette CEDEAO, elle est la première à pouvoir c'est-à-dire donner des sanctions à notre pays, le Niger. Ces sanctions qu'on considère d'inhumaines, il y a même des sanctions qui sont venues que d'autres pays avant nous qui ont connu les mêmes situations. Tout à fait. Oui. Et les vivres ne vont pas rentrer, les produits pharmaceutiques, donc la coupure de l'électricité. Tout est bloqué. Comment est-ce qu'un pays peut vivre dans cette situation? Donc, face à ça, le peuple nigérien s'est vu être obligé d'être résilient, d'être derrière nos nouvelles autorités, de leur apporter leur soutien pour pouvoir maintenir le cap et d'avancer. Parlons maintenant de comment sortir de cette crise. C'est vrai, il y a nos voisins et d'autres pays qui se sont intéressés à nous et qui nous ont proposé leur médiation, en l'occurrence l'Algérie. Oui. Donc cette Algérie, et c'est vrai, c'est le devoir de la CEDEAO de pouvoir d'abord en premier lieu nous approcher, de vivre nos réalités et de nous proposer des solutions de sortie avant même de nous c'est-à-dire de nous imposer ces genres de sanctions-là. Cette situation, ça n'a pas été fait. Donc, le voisin a proposé de nous trouver une solution. Mais c'est aussi à revoir. Si tu as un problème de couple, tu as un problème avec ta femme, et que le voisin se propose de jouer au médiateur, et que, chemin faisant, il est en train de faire des yeux doux pour ta femme, donc ça veut dire qu'il faut bien voir c'est-à-dire cette médiation, si elle est si c'est vraiment honnête. Donc, et l'Algérie, elle est venue vers nous, on l'a reçu, on l'a écouté, les propositions de solutions qu'elle a, mais n'oublions pas derrière que c'est des intérêts qui se jouent. Donc, moi je crois que ce soit l'Algérie, que ce soit les États-Unis, on accepte bien leur médiation, leur proposition, mais de voir les intérêts des Nigériens d'abord, dans tout ça là. Qu'est-ce que le Nigérien peut tirer de ça? Mais notons aussi que il va falloir aussi parler, il va falloir se parler et parler avec les autres afin de pouvoir sortir de cette crise. Ce n'est pas une crise, comme l'a dit le grand frère. À l'interne, elle n'est pas une crise. Non, c'est des difficultés auxquelles tout peuple est confronté à chaque fois qu'il s'affirme, à chaque fois qu'il veut réellement faire valoir ses droits et sortir de cette souveraineté-là. Donc, c'est des événements de partout qui se font, et chaque fois que quelqu'un veut sortir du joug de quelqu'un, il y a toujours c'est-à-dire cette résistance-là, et puis il y a toujours cette même mise-là sur ce peuple-là. Donc, je crois que le Nigérien est prêt, il est résilient, il est prêt à pouvoir sortir la tête haute, comme le grand frère l'a dit. Oui. La question, c'est que le Nigérien, certes, se montre de plus en plus résilient, mais il y a quand même de ces voix qui se posent, des questions et qui se disent qu'il y a un temps à tout. Est-ce que le Nigérien ne pourrait pas, à un moment donné, ne plus être résilient? C'est peut-être là qu'il faut penser facilement, très vite, à une solution. Non, moi je crois que, comme l'a dit nos prédécesseurs, et même ceux qui se sentent dans le beurre et la mayonnaise, comme ils l'ont dit, ils ont compris que, au fait, au-delà de nos nouvelles autorités, au fait, c'est le Niger même qui est attaqué. Et pourquoi cette importance tout à coup sur le peuple nigérien ou bien sur notre pays, le Niger? Donc ça veut dire quelque part qu'on est important. On ne cesse de nous raconter qu'on est les derniers et on est sous-développé, on est ceci, on est cela. Mais pourquoi cette attention brusque? Donc ça veut dire quelque part qu'il y a des choses
qu'on a caché aux Nigériens. Absolument. Et aujourd'hui, les Nigériens sont vraiment conscients que, effectivement, mais on est important. Si ce problème du Nigérien a pu cacher le problème de la guerre de l'Ukraine et les problèmes du monde qui sont dans l'actualité aujourd'hui, tu ne peux pas c'est-à-dire lire un journal ou bien passer à une chaîne de télé sans qu'on ne parle du Niger. Donc ça veut dire quelque part qu'on est très important. Donc c'est à nous de nous retenir et de garder le cap. Et de garder le cap, d'avoir la tête haute et de se dire que vraiment ce combat-là, il faut qu'on l'amène jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Inch'Allah. D'accord. Merci, Monsieur El Hadji Abdoumaman Lokoko. Comment participez-vous de ce débat aujourd'hui où on commence à s'interroger, en tout cas, sur le comment sortir de ce bras de fer qui oppose les nouvelles autorités du Niger, en tout cas la CEDEAO, cette CEDEAO qui nous a imposé de lourdes sanctions aujourd'hui, même si le Nigérien, en tout cas, résiste. Est-ce qu'il ne serait pas important qu'on se demande les voies de sortie de cette crise? Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup à Canal 3. Bonjour aux panélistes. Bonjour. Il faut saluer, féliciter et encourager la résilience des Nigériennes et des Nigériens, mais aussi du CNSP qui a gardé le cap face à toutes ces menaces et dont nous savons qu'elles sont nombreuses. Sans oublier la diaspora, parce que nous sommes conscients et témoins même de tous les apports qu'ils sont en train de faire, non seulement dans les pays où ils sont, avec des marches, des sit-ins et autres, mais surtout avec même des participations financières. Pour pouvoir aider les combattants et les combattantes qui sont là à la place de la résistance, à l'escadrille, donc pour pouvoir veiller nuit et jour pour que effectivement notre pays soit en paix. Dès le départ, nous avons demandé à ce que surtout le gouvernement sache bien communiquer. Parce que la communication, elle est très importante dans cette lutte. Il y a ceux qui informent, il y a d'autres qui désinforment. Surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est pour cela que moi, après une analyse correcte, profonde plutôt de la situation, je sais que nous n'avons pas de crise interne. Mais par contre, la CEDEAO, elle, avec ses sanctions uniques, ça passe ou ça casse, elle est en crise. Elle est en crise. Seulement le gouvernement aussi doit savoir comment parler et quand parler. La CEDEAO a envoyé un médiateur, à la personne de Abdou Salami, qui est venu. Elle a dit sa mission. Et tout récemment, le Premier ministre a rappelé un certain nombre de conditions. Ensuite, il y a l'Algérie, qui dès le départ... Qui ont été remplies, ces conditions par le Niger. J'arrive. Je dis que l'Algérie aussi est venue pour dire, moi, je suis médiatrice dans cette crise, parce que n'oublions pas que l'Algérie a été l'un des premiers pays à s'opposer à la frappe du Niger. Et surtout, elle a empêché à la France d'utiliser son territoire pour venir nous frapper. Donc, l'Algérie dit, moi, je suis là pour faire une médiation. Mais dans cette médiation, comme dans toute médiation, je propose 6 mois. Moi, je ne vois pas en quoi une proposition devient une préoccupation ou bien un tollé. Non, ils ont proposé 6 mois. C'est une proposition. Nous pouvons proposer, nous pouvons décider, pas proposer, le peuple nigérien peut décider de 6 ans, de 10 ans, etc. etc. Donc je ne vois pas en quoi, en tout cas nous allons dire qu'on veut nous manipuler. Personne. Nous sommes aujourd'hui un peuple serein. Absolument. Nous sommes un peuple guerrier et on l'a prouvé, nous sommes un peuple résistant. Donc ce n'est pas un autre peuple qui peut nous manipuler. Il n'y a pas de manipulation dans ça. Vous voulez qu'il y ait médiation. Vous avez proposé 6 mois. Eh bien, c'est au peuple de décider. Nous allons faire un dialogue inclusif, un dialogue national inclusif qui va déterminer la durée de la transition. Il n'y a pas de manipulation. Et ce serait la bonne communication, vraiment. Tout à fait. Et ça, de façon diplomatique. Parce que nous, ici, nous occupons le terrain. C'est le terrain. Maintenant, un Premier ministre ou bien le président de la transition, normalement, eux, ils doivent occuper la voie diplomatique. En disant à l'Algérie, écoutez, nous sommes d'accord. Bienvenue à votre médiation. Mais
c'est le peuple qui décide. S'il dit 10 ans, on va faire 10 ans. Oui, tout à fait. S'il dit 20 ans, on va faire 20 ans. Ça, c'est un. Deuxièmement, au niveau surtout de la communication aussi, puisqu'il y a eu un médiateur, nous avons accepté cette médiation. Nous avons accepté la médiation d'Abdel puisqu'il est venu ici. Ils ont posé les conditions. Nous avons rempli les conditions. Mais le président, le chef de l'État peut prendre son téléphone pour appeler Abdel pour lui dire, monsieur le médiateur, vous nous avez posé 3 conditions. On les a remplies. Où est-ce qu'on en est? Il faut retourner voir les membres de la CEDEAO. Parce que souvent, certains problèmes, il faut savoir raison garder et ne pas gérer ça avec des passions ou bien des choses épidermiques. Mais c'est la diplomatie. Ils ont envoyé quelqu'un, il est venu, on l'a reçu, on a rempli les conditions. Le chef de l'État l'appelle. Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un? Non, il l'appelle, il a son numéro, il l'appelle. Si on ne veut pas même envoyer, on n'est pas obligé d'envoyer, mais il l'appelle. Parce que c'est comme ça que ça se règle dans ces cas de match, en principe. Mais mais on a rempli les 3 conditions. Où est-ce qu'on en est? En ce temps-là, on saura si effectivement la CEDEAO est pour le règlement de sa crise qu'elle a créée, ou bien pas. Maintenant, si elle dit que non, malgré tout, on ne va pas lever les sanctions. Mais là, il n'y a rien à faire. Cette fois-ci, on sait que ce n'est plus une affaire organisationnelle. C'est des problèmes de personnes. Donc là, le Niger tire les leçons. Et on peut même se quitter la CEDEAO. Pourquoi pas? On peut le quitter. On peut la quitter. Il va falloir améliorer. Mais bien sûr, ça veut dire qu'il faut qu'on n'aille pas à pas. Notre diplomatie, notre communication. Tout à fait. Il faut améliorer la communication parce que c'est très important. Ici, le peuple qui est là en train de se battre, quand quelque chose sort de la bouche d'une autorité, mais c'est comme la parole de l'évangile, pour ne pas dire autre chose. C'est comme la parole de l'évangile. Les gens prennent ça au machin. Et ça, nous sommes un peuple non violent. Mais si on se rend compte qu'aujourd'hui, quelque part, quelqu'un veut nous manipuler, quelque part, on a posé des conditions que nous avons réunies et remplies, on ne veut pas nous faire, les gens peuvent se faire violence. C'est des arguments. Et ça, ce n'est pas. Et c'est pour ça que la communication est très importante. Oui. Aujourd'hui, on a gagné cette bataille du terrain. Personne ne peut nier ça. On a voulu nous diviser. La mobilisation on a voulu nous diviser. On a pensé qu'avec les sanctions, même en amenant le sac de riz à 20 000, tout ça là, on va faire des histoires, les gens vont commencer à te... Non, les gens sont restés calmes et sereins. Parce qu'ils savent, comme quelqu'un l'a dit, la Boussanino, Zanchan Kassani. Même aujourd'hui, un petit, même s'il est aujourd'hui, s'il peut parler, vous le demandez, il va vous dire la Boussanino ou bien Zanchan Kassani. Ça, c'est ça l'importance de ce combat-là que nous sommes en train de faire. Et nous devrons garder ça. Parce que même après ça, le Niger va continuer à vivre. Et dans ces conditions, il faut que ce que nous avons engrangé là, nous puissions continuer à faire prévaloir ça dans la vie de nous autres aujourd'hui, mais des Nigériens de demain. Parce que la liberté que nous voulons pour nous aujourd'hui, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants, c'est pour nos enfants, c'est pour tous les Nigériens qui vont venir. Et il faut que nous sachions que ce n'est pas une chose facile de conserver ce genre de situation. Quelqu'un l'a dit. Quelqu'un l'a dit. Pour le moment, on n'est pas en crise. Nous avons quelques difficultés, mais qui vont partir. Puisque de toutes les façons, il y a des peuples qui ont évolué plus que ça. Prenez les Vietnamiens qui ont été bombardés, on n'a pas tout ça là, etc., etc. Ils ont réussi à construire leur pays, à chasser les Français, ou plutôt les impérialistes, même les Américains, ils les ont chassés. Et aujourd'hui, le Vietnam fait partie des pays, en tout cas, qui sont respectés de par le monde. Absolument. Il y a d'autres pays, même l'Algérie. Vous avez vu comment ils ont obtenu leur indépendance? Il y a toujours des sacrifices à faire. Nous, peut-être, on avait obtenu ça sur un plateau d'or, mais on s'est rendu compte que les gens nous ont grigés. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne ça avec cette force-là, ce dynamisme, que tout le peuple a accepté. Et si le peuple accepte, c'est que les dirigeants doivent savoir comment communiquer. Et on doit faire très attention. Parce que certaines communications peuvent créer des tensions inutiles. Là où on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, là, on est tranquille. Ce n'est pas notre affaire. Il peut faire 10 ans, 100 ans. Le riz, là, dont les gens parlent, on a notre riz. On a notre riz, il faut que les gens le sachent. Et ce riz-là est capable... Moi, quand j'avais commencé à travailler en 79, on nous ouvrait le PVN, le flux des produits vivriers du Niger, là. Si vous venez, vous avez droit à un sac. Un sac de riz, un sac de mil, un sac de maïs. Qu'on vendait à choses pour... Et il y avait la Copro Niger aussi qui vendait. Donc, l'État peut vraiment, même maintenant, revenir... On peut réfléchir à tout cela. Mais le PVN est là. Les plus nécessités, il faut... Donc, je pense qu'on ne va pas mourir de faim. Mais ce dont on a... La crainte qu'on a,
c'est que de certaines communications, soit elles viennent en retard, ou elles viennent pour divertir, ou bien elles créent des tensions inutiles. Et ça, le gouvernement doit prendre acte. Négocier ne signifie pas que vous allez accepter tout. Tout à fait. Et de toutes les façons, même s'ils acceptent tout, si le peuple n'est pas d'accord, on va leur dire qu'on n'est pas d'accord. Tout à fait. Donc Merci. il faut que ça soit bien compris. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons vous donner le temps de réagir. Nous pourrions prendre jusqu'à 5 personnes rapidement, ceux qui sont en ligne, qui sont dans les possibilités d'appeler. C'est le 80 90 07 80 80 90 07 80. Nous sommes en train de nous demander quelles peuvent être les voies qui nous permettront justement de résoudre cette crise politique nigérienne, une crise qui est née des événements du 26 juillet dernier, cette crise que nous mettons en tout cas entre griffes. Voilà, donc ce serait l'axe de vos interventions, l'axe de vos contributions. C'est le 80 90 07 80. Vous pouvez commencer à appeler pour intervenir. Voilà, nous sommes en train de nous interroger sur les possibilités, à quand, à quelles conditions justement la crise politique. Allô, bonjour monsieur. Allô, bonjour monsieur. C'est monsieur, et vous appelez d'où? Oui, allez-y monsieur, allez-y rapidement, intervenez. Ok, allez-y. Monsieur Dubon, oui. Vraiment, moi je trouve que d'un côté, le fait que la population est en train de souffrir de la hausse du riz et autres là, l'État même a une part de responsabilité. Ah oui, quelle est cette responsabilité de l'État? Aujourd'hui, monsieur Dubon, comment comprendre un État comme le Niger? Nous n'avons aucun problème avec la Chine. Nous n'avons aucun problème avec le Pakistan. Mais pourquoi l'État ne peut pas le prendre des cargaisons pour nous amener? Pourquoi on va attendre des commerçants véreux, des commerçants français ils ont été préparés par le régime de Chine? Mais pourquoi on fait les attendre? Pourquoi? Non, mais s'il vous plaît, monsieur Dupont, ça là, on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Vous êtes en train de dire que certains de nos opérateurs économiques seraient complices de la situation, ou qu'est-ce que vous voulez dire? Ça c'est pas caché. Et ils le montrent à ciel ouvert. Aujourd'hui, moi, le Premier ministre même, on dit le Premier ministre, c'est un technocrate. Voilà. Moi, jusque-là, j'ai attendu à ce qu'il nous fasse un bilan. Qu'est-ce qu'ils sont venus trouver dans le trésor d'abord? Il y a combien de milliards dans les caisses de l'État d'abord? Parce qu'on ne peut pas venir, on fait une transition, on ne nous dit pas le bilan. Jusqu'à le bilan n'a été fait. Jusque-là, personne ne sait combien de l'argent on a dans le trésor. Et aujourd'hui, on ne le sait du moins. Et jusque-là, il y a beaucoup de gens. Les banques même n'ont pas d'argent. Les banques même n'ont pas d'argent. Mais, s'il vous plaît, M. Dubon, moi, je fais un appel au DNSP d'abord. Vraiment, il faut être clair avec la population. Parce que, aujourd'hui, il ne faut pas voir les gens qui crient dans la rue. Il y a des gens aussi qui fonctionnent avec leur tête. Il y a des gens qui réfléchissent. Et les gens qui suivent pas à pas. Parce que ce Niger-là, ça nous appartient à tous. Okay. Donc, personne ne peut gérer notre argent à sa manière. M. Dubon, nous tous, on a été à l'école. Et on sait aujourd'hui comment un État fonctionne. On sait. Aujourd'hui, il n'a pas fait de bilan. Vous êtes journaliste. Vous-même, vous n'avez pas le bilan. Personne ne sait combien vous trouvez. Vous savez, quand je vois M. Dubon, les gens partent du matin au soir, alors qu'on ne sait même pas qui sont nos vrais ennemis. Nos vrais ennemis. On ne sait même pas qui sont nos vrais ennemis. Aujourd'hui, la presse, aujourd'hui, les CNSP, jusqu'à Maman Dissou n'a pas été emprisonné. Dissou a violé la Constitution 103 fois. 103 fois. Hein. Oui, c'est peut-être un processus. Allez-y, vous n'êtes pas le seul à ligne aussi, M. Mokhtar. N'oubliez pas les autres. Okay.
Voilà, merci Mokhtar pour ta contribution. Voilà, la ligne est toujours ouverte, c'est le 80 90 07 80. Que pensez-vous de la résolution de la crise politique au Niger? Allô, oui, bonjour. Allô, bonjour. Prenez soin à chaque fois de vous éloigner de votre poste téléviseur pour nous permettre justement de vous entendre, de vous écouter. C'est le 80 90 07 81. Que pensez-vous de la résolution de la crise politique? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur. Allô. Vous êtes très proche de votre poste téléviseur. Ce serait difficile pour nous de vous entendre. Bonjour. Ah oui, c'est difficile, monsieur. Veuillez libérer la ligne, s'il vous plaît. Voilà, quand vous voulez appeler, il faut vous éloigner de votre poste téléviseur. Sinon, ce serait difficile pour nous de vous écouter, de vous entendre. Voilà, c'est le 80 90 07 80. Nous sommes en train de nous demander les voies, quelles peuvent être les voies de sortie de crise. Oui, allô, bonjour, monsieur. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Oui, allez-y, monsieur. Assalamu alaikum. Oui, wa alaikum salam, allez-y. Allez-y. Je vous reçois mal, hein. Oui, est-ce que vous ne serez pas à côté? Wa alaikum salam, allez-y, monsieur. Voilà, nous avons quelques soucis. Hein. Prenez le temps de vous éloigner de votre poste téléviseur, sinon ce serait difficile de vous entendre, franchement. Voilà, c'est le 80 90 07 80. 80 90 07 80. Un dernier intervenant. Oui, allô, bonjour, monsieur. Allô. Oui, allô, bonjour. Ah oui, la régie, je crois que nous avons un souci, c'est peut-être à vous. Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour. C'est depuis qu'on y allait, ça va? Bonjour. Oui, allez-y, monsieur, nous vous écoutons depuis qu'on. Bonjour, ça va très bien. Allez-y, vous voulez intervenir, oui. Ah oui, nous avons... Donc, moi, je vais aller par exemple par rapport à la résiliation. Ok. Par rapport au problème énergétique. Je crois que nos autorités doivent déjà penser à mettre fin avec ce contrat de avec la Nigeria. Dans les années 70, a connu par exemple des freins et une que je connais. Ils ont leur petite centrale électrique qui fournissait l'électricité. Aujourd'hui, ces gens de centrales sont partout fermés au profit de ces lignes de service de Nigeria. Je crois que cette situation qu'on est en train de vivre déjà nous donne l'expérience de ce d'avoir le Nigeria. Et monsieur a produit notre propre énergie, même si c'est voir 16 heures ou bien 18 heures par 24 heures, il faut qu'on commence par là. Ok. Il faut organiser la sécurité. Tout au long du fleuve, il faut qu'on travaille comme les Maliens sont en train de le faire. Aujourd'hui, les Maliens, ils sont en train d'utiliser le fleuve là pour faire de la agriculture et c'est avec ça que beaucoup aujourd'hui, ils n'exporteront pas assez de riz comme nous, on exporte maintenant au pays. Et l'État aille loin par rapport à ces commerçants d'euros. Que là où toute la population nigérienne forte pour se donner les mains et qu'il y a certains commerçants qui pensent que c'est le régime et ceux qui les ont créé pour se voir pour vraiment exercer ce commerce. On doit vraiment réussir de donner il faut couper, il faut donner à aux Nigériens qui fait ça. Merci. Et je crois que concernant le bien, il faut carrément aussi suspendre cette ligne-là d'approvisionnement par rapport au port du Bénin. Il faut qu'on s'oriente vers le projet. On n'a rien à voir avec nos frères de l'Iran.
Là, on ne va plus rester avec les Béninois sans qu'il y ait talent et belle président. Voilà, merci. Merci. Merci, monsieur de Kony. On va reprendre notre opération avec le Bénin. D'accord. Merci, monsieur de Kony. Merci, monsieur de Kony, pour votre contribution. Nous sommes bousculés par le temps. Nous avions accusé du retard dans le débit. C'est pour cela, justement, qu'il ne le fallait pas. Mais il n'y a pas de souci. Ce n'est que partie remise. Nous allons demander à la régie de permettre à nos intervenants de réagir en 2 minutes chacun par rapport, justement, à ces contributions de nos intervenants de l'extérieur. Monsieur Arzika, allez-y. Oui, alors, je remercie les intervenants et je pense qu'ils ont fait des propositions extrêmement importantes, notamment par rapport au riz qui est en train de devenir l'aliment principal, même si ça reste à vérifier. Est-ce que les mesures de renforcement de la résilience. Même si de plus en plus, il semble qu'au village aussi, le riz étant facile à préparer est en train de gagner toutes les marmites. C'est l'élément de base. Mais c'est regrettable quand même. Ce n'est pas notre riz. Il vient d'ailleurs et si on décide de nous empoisonner, ça devient un canal très facile. Moi, je pense que pour cela, effectivement, le gouvernement doit faire en sorte que tous les aliments de première nécessité puissent être l'affaire de l'État. Nous sommes dans un état d'urgence. Il y a des mesures contenues certainement dans beaucoup de registres de loi qui vont interdire à l'État de faire certaines activités. Mais je pense que nous sommes dans un état d'urgence, nous sommes en guerre, comme on l'a dit, nous sommes agressés. Il faut fermer certains livres pour penser à la survie du peuple pour le moment. Parce qu'il le mérite quand même. Je crois que le peuple a montré tout son courage, toute sa bravoure et toute sa noblesse par rapport à ce combat-là. En retour, le pouvoir doit aussi tordre le cou à certains principes. Parce qu'en temps de guerre, c'est l'urgence qui marche, ce n'est pas question de certaines règles. Donc pour cela, le gouvernement doit faire en sorte d'importer lui-même, si cela est possible, d'importer lui-même les riz, ou bien d'acheter tous les riz qui se trouvent dans les magasins actuels au prix normal, de déposer l'argent au commerçant, s'il veut, il prend, lui il revend ça au prix normal. On rachète tous les riz qui sont dans les magasins, on donne aux commerçants. Et maintenant, l'État lui-même vend les riz. Maintenant, il n'a qu'à aussi le faire, parce qu'il y a d'autres corridors qui ne passent pas forcément par le Bénin. L'État doit subventionner et faire en sorte que de l'autre côté, on puisse quand même manger. Moi, je suis sûr que si le Nigérian mange, il n'a pas d'autres problèmes qui sont très compliqués. Et ça renforce la résilience. Absolument, ça va renforcer. Parce que le ventre qui a... Vous savez, la famine, elle peut entamer la dévotion et même beaucoup de choses. Et Diarra Sekou l'a dit, c'est la famine qui peut amener un musulman à voler et quoi là. Bon, voyez, au fait, ça change un peu les motivations internes. Il faut très rapidement prendre des mesures par rapport à ça. Et les médicaments, même ça, je pense que l'État doit prendre ça en charge. Maintenant, c'est l'occasion de se dire que ce soit l'énergie, que ce soit l'autosuffisance alimentaire, que ce soit au plan économique, vraiment, c'est l'occasion pour le CNSP de mettre en valeur toutes les éminences grises de ce pays-là, pour qu'il dresse un plan martial pour ce pays-là. Que les plans, partout où nous avons des secteurs de base, des secteurs qui sont la base de l'essor économique de ces pays-là, socio-économique de ces pays-là. Nous avons des matières, nous avons des éminences grises qui peuvent le faire, au lieu d'aller importer. Il faut les chercher. Des solutions maison. Et je suis sûr que si on arrive à le faire, certainement, dès les moments, pas trop longtemps, pas trop d'années, on va commencer à voir les effets. Regardez, au Mali, le terrain est venu, c'est avec la transition. Des usines sont créées, d'autres sont en train d'être réhabilitées. J'ai vu avant-hier un poste comme quoi une ancienne usine qui a été fermée peut-être depuis Moussa Traoré. Ils sont en train de ramener ça, ils vont la relancer. Mais pourquoi pas au Niger aussi? Ce sont des choses qu'on a éteintes et banalement. Mais on peut de manière aussi banale, on peut les remettre sur les rails. On le fait et on observe voir la question de l'électricité. Mais écoutez, moi je pense qu'il y a une chose à faire parce que tout tourne autour de l'argent. On sait que dans ces pays-là, même ceux qui l'ont fait ont admis qu'ils ont chapardé, qu'ils ont vidé ce pays-là, qu'ils ont saigné à blanc ce pays-là. Mais il faut aller vers ça. Nous avons des milliards cachés dans les maisons des individus. Nous avons des milliards cachés dans les comptes. Mais rien que ça, on les mobilise. Et combien de milliards on va avoir? Regardez, notre budget s'est rétréci à 1900 milliards. Mais monsieur Malangibo, est-ce que vous savez que si on fouille très bien,
Même si on ne trouve pas, nous pouvons nous retrouver avec 500 milliards. Ouais. Rien qu'avec la Coldef, c'est la travail. Vous pensez que 500 milliards ne peut pas nous aider à asseoir beaucoup de choses qui vont nous permettre pendant plusieurs années de tenir et de profiter pour relancer véritablement notre pays. L'Amérique, les États-Unis partagent les dollars avec quel pays? Mais je ne suis pas économiste. Mais pourquoi ils sont arrivés à le faire? Le Nigeria partage la Naira avec quel pays? Mais on dit la CEDEAO de quoi? Mais on peut la quitter. Et c'est dire que nous avons 5 ans, 10 ans pour nous sacrifier, nous. Manger le nécessaire et préparer un pays noble, un grand pays pour la descendance qui va venir. Il faut bien ça. Et je sais que c'est possible pour nous les Nigériens. Merci. Monsieur Souli? Oui. Donc, Monsieur Jibo, en fait, je vais faire remarquer à ceux qui sont sur ce plateau et notre concitoyens qui nous suivent que au sortir des indépendances, les premiers dirigeants, comme l'a rappelé le camarade de Maman Lokoko, ont créé certaines conditions pour permettre aux Nigériens d'avoir accès à un certain nombre de biens, n'est-ce pas, à des prix compétitifs, en créant Copro Niger, au PVN, ainsi de suite, Sonida, Crédit du Niger, tout ça là pour faciliter aux Nigériens l'accès à un certain nombre de bien-être. Et avec quel budget? Un budget vraiment misérable. Aujourd'hui, on parle de milliers, des milliards dont le Niger dispose comme budget qu'elle fait, même si c'est par rapport à des provisions. Ça veut dire qu'il y a quand même l'argent. Alors, toute situation qui vient, qui est nouvelle, il faut l'apprécier en fonction du moment. En fonction du moment. On va aller très rapidement, monsieur. Et c'est bien possible. Parce que vous savez, le support, c'est-à-dire les subventions que l'État apporte à certains produits, c'est la Banque mondiale et le FMI qui ont empêché de le faire pour détruire le tissu économique et social de nos pays. C'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'ils nous chantent que non, l'État ne doit pas faire ceci, l'État ne doit pas faire cela, alors qu'il doit le faire parce qu'eux, ils le font. Donc il faut obligatoirement que nous revenions à cette situation-là. La situation de subvention par rapport à un style que l'État doit s'approprier lui-même. On a parlé tout à l'heure de l'OPVN, on a parlé de Copro, on a parlé de payer avec les commerçants. En tout cas, on trouve un système à travers lequel on va prendre en charge la moitié ou une partie des peines des populations. Parce qu'effectivement, il faut faire attention. Quand quelqu'un est affamé, donc il risque de fléchir. Merci. Merci, on va aller très rapidement. Oui. Monsieur Jibo, merci beaucoup. Et moi, ce que j'ai à dire pour le mot de fin, et mon prédécesseur, ils ont déjà dit ça, mais dans les années d'indépendance, la Chine et le Vietnam que le grand a cité tout de suite, on était presque au même niveau de développement, peut-être même plus. Plus. Mais pourquoi eux, ils ont réussi? La question est là. Moi, je crois que cette coopération, ou bien cette truc-là avec la France, c'est le malheur de tout le monde. La France, c'est le malheur de tous les États africains. Moi, je crois que je propose une rupture totale avec la France et de pouvoir réorganiser la société nigérienne autrement. On a cette capacité-là. Oublions les milliards volés tout autour. Faisons table rase, laissons la Coldef faire son travail. Aux nouvelles autorités du Niger, il faut que ces autorités écoutent le peuple. Il y a les éminences grises, comme l'a dit grand frère. Il y a des Nigériens qui sont capables de créer des choses. Mais créons des choses. On a de la richesse, on a de la valeur. Approchons ces gens-là qui, autrefois, étaient aussi marginalisés, étaient aussi colonisés comme nous. Comment ils ont fait pour relever la tête haute? Mais approchez-les. Oublions ceux qui nous ont fait du mal. Ceux à qui on a fait mal et qui ont réussi et qu'aujourd'hui, ils sont compétitifs et peut-être en train même de dépasser nos anciens colons. Mais approchons-les et travaillons avec eux. Ils sont en mesure de nous proposer des solutions et de nous aider à pouvoir nous en sortir. Moi, je crois que c'est la solution pour le Niger. Merci. Monsieur Abdou Maloukou. Donc, merci aux téléspectateurs et en particulier à ceux qui ont intervenu. Et moi, je pense que nous sommes dans un pays en lutte, en guerre pour son autosatisfaction et surtout pour la liberté.
le gouvernement doit le comprendre. Donc les nouvelles autorités, les autorités là, doivent se dire qu'il n'y a pas de sentiment. Elles doivent prendre leurs responsabilités. Par rapport surtout à la vie chère, notamment les produits de première nécessité. Si un commerçant, parce que l'État a cédé d'abord 25% des taxes à ces commerçants-là. 25% et moi j'ai suivi. Bien sûr. Alors, on vous cède 25%. Vous rehaussez le prix. On vous escorte. Et on vous escorte, on fait tout. Vous ne payez aucun franc. Maintenant, vous venez parce que vous avez un autre agenda. Vous vendez à un prix exceptionnel. Non. Le gouvernement doit se dire, il n'y a pas de sentiment. On a dit de vendre un sac de riz à 12 500. Celui qui ne vend pas, on prend. J'ai entendu certains dire que leur stock est épuisé. Ce n'est pas vrai. Le stock n'est pas épuisé. Là où ils les ont amenés, il faut qu'on aille chercher. Même ce qu'il y a là, il faut qu'on vende ça. L'État n'a qu'à prendre et vendre ça, et puis donner l'argent, tendre les sous aux commerçants. S'il veut, il n'a qu'à brûler. Donc il n'y a pas de pitié pour des gens. Il faut qu'on les considère aujourd'hui comme des traîtres. Parce que quelqu'un qui va du simple 12 500 à 20 000, mais c'est un traître. C'est un criminel même, économique. Absolument. Alors qu'il a reçu 25% de réduction de choses. Moi, je pense que nos autorités doivent prendre leurs responsabilités, vraiment, surtout par rapport aux produits de première nécessité. Et faire en sorte qu'il n'y a pas de sentiment. Nous sommes dans un État qui est en train de lutter pour sortir de ces difficultés-là. Il faut qu'on démontre que, comme disent les gens, en attendant que la COLDEF règle le compte de ceux qui ont pillé, ceux qui ont dévalisé ce pays-là. Ça, c'est une affaire de COLDEF, je suis d'accord avec ça. Mais pour le moment, il faut trouver aux Nigériens de quoi manger à sa faim, de quoi boire à sa soif, et surtout que nos enfants aillent à l'école régulièrement. C'est ça la vie. Mais il n'y a pas de pitié. Hein. Il ne faut pas que le gouvernement fasse du... Non, il n'y a pas de pitié. Celui qui refuse, on le contraint. Puisque dans la vie, c'est convaincre ou contraindre. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique de convaincre et de contraindre. Donc, il faut que les autorités contraignent ces commerçants-là à vendre comme ils veulent. Je suis très ravi quand dans son intervention, le président général Tchani a dit que ces autorités-là, il leur fait une mise en garde pour leur dire de faire très attention. Maintenant, il faut passer aux actes. On ne peut pas continuer comme ça. Merci. L'appel que je voudrais lancer, les tempos de la mise en marche de l'appareil étatique de la transition, tout à fait. Ça traîne. Et 2 mois, nous sommes à la fin de l'année où le budget est exécuté à une vitesse exponentielle pour consommer les crédits. Et c'est le même appareil qui est là. Pendant 2 mois, beaucoup de verrous ont pu effacer beaucoup de traces et faire beaucoup de dégâts avant de partir. Et on est là encore jusqu'ici, le même appareil. En tout cas, ça traîne de ce point de vue. Voilà, merci chers panélistes, merci chers contributeurs. Nous sommes à la fin de ce numéro du débat de la 3 qui a porté spécifiquement justement sur cette question, comment résorber la crise politique nigérienne. Vous nous aviez suivis. Vous avez suivi également ceux qui ont pu intervenir de l'extérieur. Merci. Ce serait à la prochaine. Soyons plus résilients. Soyons plus debout. Merci. L'avenir est au bout des efforts. Merci. Ce sera à la prochaine.